Et c'est parti pour cette 35e édition de la CAN. Elle se déroule au Maroc. Si vous avez regardé le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores, vous avez sans doute ressenti un certain malaise concernant certaines décisions arbitrales. Je vais donner mon analyse complète sur cette rencontre et décrypter le match en lui-même, et nous ferons ensuite un tour d'horizon des rencontres à venir et des favoris pour le tournoi. Yo tout le monde, moi c'est l'arithmétique, bienvenue sur la chaîne. Ici on va décrypter la première journée de la CAN 2025 qui se déroule actuellement au Maroc. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tout. Ici on va commenter la CAN journée après journée et dire ce qu'on en pense et tout, voilà. Parler de tout et de rien, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. L'analyse du match d'ouverture, elle est claire. Il y a une victoire 2-0 du Maroc qui a été tenue en échec pendant toute la première mi-temps. Et franchement, ça a été vraiment difficile. On les sentait sous pression, surtout avec la salutation du prince héritier. On a senti que les mecs n'étaient pas vraiment dans l'état naturel. Voilà, ils étaient tellement stressés avec la pression du peuple. Le prince aussi qui vous met la pression avec ses salutations. Tous ces trucs assez traditionnels, culturels, marocains et tout. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Concernant la cérémonie, je l'ai trouvé mythe, mais voilà, même elle était soft, simple, mais il y avait rien vraiment d'exceptionnel et tout. Voilà. Sinon que le stade est très très beau avec les couleurs rouges des Marocains, des Lions de l'Atlas et tout. Franchement, c'est beau à voir. Sinon, il y avait rien de vraiment exceptionnel, mais c'était propre. Et ça représente le Maroc. C'est un pays qui est modéré, musulman, donc pas dans l'instantatoire et tout ça. Donc voilà, donc c'est un peu à l'image et tout. Revenons sur le terrain vert. Donc 2-0 pour le Maroc, et les Lions de la tasse ont montré leur supériorité technique collective avec l'ouverture du score par Brahim Diaz et ensuite ce but spectaculaire de Ayoub El Kaabi qui, à mon sens, fera partie des plus beaux buts de la compétition, c'est-à-dire que le meilleur. Donc on espère avoir beaucoup plus de beaux buts comme ça durant tout le tour de la compétition et tout ça. Le gardien comorien Yannick Pondor a d'ailleurs été l'un des meilleurs joueurs de du match, voilà, limitant les dégâts. Il a été incroyable. Je pense que c'est une belle opportunité pour lui d'avoir un club et tout ça, un club beaucoup plus nanti, voilà. Cependant, malgré cette domination, le match a été marqué par plusieurs décisions arbitrales en faveur du Maroc, notamment sur des duels physiques, des fautes potentielles non sifflées en faveur de Comores. Et face à celui-là, les Comoriens, petit pays, face au grand royaume, les Marocains organisateurs n'ont plus qu'accepter ces décisions-là impuissants. Toutefois, il est important de noter que ces décisions-là sont aussi discutables soient-elles, n'ont pas véritablement influencé l'issue du match. Le Maroc était clairement supérieur, on va pas se mentir. Voilà, donc voilà un peu mon analyse de cette première journée. Voilà, je pense que en Afrique, on connaît tous ces trucs-là où on met des coups de pression aux arbitres et tout, qui se sentent influencés. Même si on ne les paye pas directement, il y a toute cette pression-là qui fait que les arbitres ne sont pas vraiment impartials, Donc c'est compliqué. Donc voilà. Concernant la deuxième journée, les joueurs à suivre, je pense que la compétition se poursuit encore aujourd'hui puisque tourne cette vidéo-là le 22. Voici les rencontres clés et les talents surveillés, notamment des jeunes joueurs qui pourraient exploser durant ce tournoi. Voilà, donc le match du 22, il y a déjà le Mali contre la Zambie. Le joueur à suivre pour le Mali, je pense que c'est Cheikh Doucouré, non cité dans les pupitres, mais c'est un cadre de l'équipe qui le joueur le plus en vue actuellement. Voilà, je pense que le Mali, sur ces dernières années-là, la crue du Mali est assez faible. Dans le groupe B, on aura l'Afrique du Sud et l'Angola à 18h, si je ne me trompe pas. Le joueur à suivre en Afrique du Sud, c'est Siandre Campbell, 20 ans ailier, et Robin Moufoking, 21 ans ailier des Hollandes de Paris, deux jeunes talents attaquants très prometteurs qui peuvent exploser durant cette compétition-là. En Égypte, c'est l'éternel Mohamed Salah, mais aussi Omar Mamouche qui sont très en forme en ce moment. Voilà, donc mes pronostics pour les deux premiers matchs, c'est la victoire du Mali, ensuite la victoire de l'Afrique du Sud et la victoire de l'Égypte. Je rappelle que l'Égypte va jouer contre la Zimbabwe. C'est le dernier match de la deuxième journée. Voilà, donc pour les autres matchs, pour le 23 et le 24, il y aura Nigeria, Tanzanie. On va suivre Ebenezer Akinsamero
Akinsa Miro, voilà, de l'Inter Milan. Voilà, il y aura aussi le Sénégal contre le Botswana. On va suivre aussi Sadio Mané, même si il y a des nouvelles pépites aussi. Mais il n'y a pas vraiment des stars identifiés pour ce match-là. Alors ensuite, l'Algérie contre le Soudan. On va suivre Ibrahim Maza du Bayer Leverkusen. Et la Côte d'Ivoire contre la Mozambique. On va suivre les Ivoiriens, Yann Djouandé. Je ferai une vidéo autour de la Côte d'Ivoire pour donner un peu mon avis et tout. Elle sortira en cours de journée. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire, vainqueur sortant, a des réelles chances de pouvoir remporter cette compétition, même si la faire de façon consécutive est très très rare. Donc voilà un peu. Donc concernant mes favoris pour la CAN 2025, selon les analyses et les cotes des bookmakers, voici un classement des principaux prétendants au titre. Pour moi, les différents favoris, il y a d'abord le Maroc, le grand favori, pays hôte, meilleure équipe sur papier, porté par le Ballon d'Or Achraf Hakimi, même s'il est actuellement blessé, mais on l'a vu revenir et tout. Je pense que on essaie de se rassurer un peu, vu que c'est pas des gros matchs. Mais je pense que quand Achraf sera là, ça sera vraiment une équipe exceptionnelle. Ils n'ont pas gagné depuis 1976, alors ils auront une grosse pression, surtout que la CAN est chez eux et tout ça. Deuxième équipe, je pense qu'il y a l'Égypte. L'Égypte est toujours favori pour moi. Voilà, parce qu'elle est candidate sérieuse avec Moussa là qui veut bien terminer sa carrière et tout, et en quête d'un 8e trophée. C'est incroyable. L'Égypte a déjà 7 trophées de cette CAN là, qui est aussi difficile, c'est incroyable. Troisième, je mets le Sénégal, voilà, vainqueur 2021 avec un effectif équilibré, expérimenté. Je pense qu'ils ont une réelle chance. En quatrième position, je mets l'Algérie, qui même s'ils sont sur une baisse, mais c'est un mélange d'expérience et de jeunesse talentueuse. C'est toujours dangereux, surtout que c'est une compétition qui se passe dans le Maghreb et tout ça. Je pense que la température, tout leur convient. Cinquième pays, je mets le Nigeria, finaliste en 2023, avec une attaque redoutable. Un des ballons d'or africains récents, une équipe qui est, à mon sens, très très homogène. Franchement, c'est très fort le Nigeria et je pense qu'il monte en puissance avec cet entraîneur-là, Eric Schell, qui pleurniche beaucoup, mais qui est très bon sur le plan tactique et tout. Voilà, il nous avait montré ça avec le match contre la Côte d'Ivoire. Il avait montré, même s'il est mauvais perdant. En sixième, c'est le tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Mais son statut de champion la place un peu dans l'ombre des favoris clés, puisque c'est très compliqué d'être champion successif. Donc voilà pourquoi je mets la Côte d'Ivoire à la 6e position, même s'ils ont un groupe qui est plutôt pas mal. Et venant avec cette force-là de champion d'Afrique, même si les matchs qui ont suivi n'ont pas été vraiment rassurants, je pense que la Côte d'Ivoire, faut toujours compter sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant mes favoris par groupe, dans le groupe A, je mets le Maroc. Dans le groupe B, je mets l'Égypte, mais l'Afrique du Sud sera aussi un adversaire coriace. Ensuite, dans le groupe C, je mets le Nigeria à la lutte avec la Tunisie. Dans le groupe D, le Sénégal. Dans le groupe E, l'Algérie. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, même si je pense qu'il y aura un duel incroyable avec le Cameroun. Donc, pour terminer, je pense que le Maroc a assuré l'essentiel dans un contexte habitable pour blanc. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont largement les qualités pour pouvoir gagner. Voilà, je pense que voilà, on connaît un peu comment ça se passe un peu dans le football africain, surtout au Maghreb. Il y a tellement de coups de pression, il y a tellement de trucs, de menaces. Ouais. Franchement, j'espère me tromper en tout cas. Voilà. La deuxième journée promet déjà de belles promesses, de beaux chocs à l'entrée des listes avec des grosses écuries telles que l'Égypte et le Sénégal. Donc, c'est des beaux matchs à regarder. Et puis, surveiller aussi les jeunes pépites comme Yann Djouandé ou encore Ibrahim Maza de l'Algérie qui pourrait illuminer la compétition. Je vous prépare dès maintenant une nouvelle vidéo qui sortira après les premiers matchs de toutes les équipes. Nous pourrons alors vraiment analyser le démarrage de chacun, affiner nos pronostics sur le plus grand favori et ceux qui confirment et ceux qui déçoivent. Donc d'ici là, partagez vos impressions sur Maroc, comment en commentaire. Pensez-vous que le Maroc va marcher sur l'Afrique comme certains le prédisent? À très vite, c'est l'arithmétique en ensemble. Peace.